Tu sais, il y a une vérité fondamentale que j'ai apprise après des décennies à observer des vies, à étudier le comportement humain et à parler avec des milliers de personnes à travers le monde. C'est une vérité que beaucoup préfèrent ignorer parce qu'elle est inconfortable, parce qu'elle est brute, parce qu'elle n'est pas enveloppée dans du papier brillant avec un joli ruban. Mais la voici. Si tu ne renforces pas ton esprit, le monde va te détruire. Quand je dis cela, je ne cherche pas à t'effrayer. Je ne suis pas ici pour peindre un tableau sombre du monde juste pour le drame. Je suis ici parce que je me soucie profondément de ton succès, de ton bien-être, de l'héritage que tu vas laisser. Et la réalité, c'est la suivante. Nous vivons dans un monde qui ne te demande pas si tu es prêt. Il ne vérifie pas si tu as bien dormi la nuit dernière. Il n'attend pas que tu trouves ta motivation ou que tu te sentes inspiré. Le monde commence son examen dès l'instant où tu ouvres les yeux chaque matin. Et cet examen ne s'arrête que lorsque tu fermes les yeux le soir. Il est constant, il est implacable, il est totalement indifférent à tes excuses. Pense à cela un instant. Chaque jour que tu vis, l'univers te présente des défis. Certains sont petits, un embouteillage, une conversation difficile, une facture inattendue. D'autres sont monumentaux. La perte d'un être cher, l'échec d'une entreprise, une crise de santé. Et voici ce que beaucoup ne comprennent pas. Le monde ne calibre pas ses défis en fonction de ta capacité à les gérer. La vie ne dit pas « Eh bien, cette personne est sensible, alors je vais lui donner des problèmes plus légers. » Ça ne fonctionne pas comme ça. La pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. Les défis frappent ceux qui sont préparés et ceux qui ne le sont pas avec la même régularité. La maladie ne fait pas de discrimination. Les crises économiques touchent les quartiers riches comme les pauvres. Le rejet fait mal, que tu aies un doctorat ou que tu aies à peine terminé le lycée. Alors, si le monde va t'écraser de toute façon, si la vie va t'examiner, peu importe qui tu es ou d'où tu viens, quelle est la variable que tu peux contrôler? Ton esprit. La force de ton caractère intérieur, ta capacité à rester debout quand tout s'effondre autour de toi. J'ai observé quelque chose de fascinant au fil des années. J'ai rencontré des personnes dotées d'un talent extraordinaire, des personnes avec tous les avantages imaginables. Une bonne éducation, des relations influentes, des ressources financières, des compétences naturelles, dont d'autres ne peuvent être que rêver. Et j'ai vu beaucoup de ces personnes s'effondrer complètement lorsque la première véritable tempête de leur vie est arrivée. Ce n'était pas parce que la tempête était plus grande pour elles. Ce n'était pas parce que le monde les traitait de manière particulièrement cruelle. C'était parce que, malgré tous leurs avantages extérieurs, elles avaient une faiblesse fondamentale à l'intérieur. Elles avaient un esprit fragile. Et un esprit fragile, peu importe son éclat, peu importe son potentiel, est comme un château construit sur du sable. Il semble impressionnant jusqu'à ce que la première vague arrive. D'un autre côté, j'ai rencontré des personnes qui ont commencé avec presque rien. Sans éducation formelle, sans relation, sans argent. Des personnes à qui le monde a dit dès le départ « Tu n'as aucune chance ». Et pourtant, ces personnes ont construit des vies extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'elles ont développé quelque chose que l'argent ne peut pas acheter et que les universités ne peuvent pas enseigner. Une force mentale inébranlable. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. Quand je parle de renforcer ton esprit, je ne parle pas de devenir une personne froide, insensible ou robotique. Nel, ne s'agit pas de réprimer tes émotions ou de prétendre que rien ne t'affecte. Ce n'est pas de la force, c'est du déni. Et le déni finit toujours par te rattraper. La véritable force mentale est quelque chose de bien plus sophistiqué. C'est la capacité de ressentir profondément tout en pensant clairement. C'est la capacité d'être frappé par la vie et de se relever malgré tout. C'est comme le bambou. Il plie sous le vent, il peut même se courber jusqu'à toucher le sol, mais il ne se casse pas. Et quand le vent s'arrête, il se redresse. Tu vois, il y a une différence fondamentale entre la dureté superficielle et la véritable force. La dureté superficielle est fragile. C'est la personne qui projette une image d'invincibilité mais qui s'effondre en privé
C'est la personne qui ne peut pas admettre sa faiblesse, qui ne peut pas demander d'aide, qui confond la rigidité avec la force. La véritable force, en revanche, est flexible. Elle reconnaît la réalité. Elle ressent la douleur. Mais elle ne laisse pas cette douleur dicter ses décisions. La véritable force dit « ça fait mal, mais ça ne me définit pas. C'est un défi difficile, mais ce n'est pas la fin de mon histoire. » Il y a de nombreuses années, un mentor m'a dit quelque chose qui a complètement transformé ma façon de voir les défis. Il m'a dit « Jim, ne prie jamais pour une vie plus facile. Prie pour devenir une personne plus forte. » Au début, je n'ai pas saisi la profondeur de cette sagesse. Mais avec le temps, avec l'expérience, avec les cicatrices que seule la vie peut te donner, j'ai commencé à comprendre. Tu vois, si ta stratégie pour la vie est simplement d'espérer que les choses deviennent plus faciles, tu attends quelque chose qui n'arrivera jamais. La vie ne devient pas plus facile, au contraire. Elle devient plus complexe à mesure que tu assumes plus de responsabilités, que plus de personnes dépendent de toi, que les enjeux deviennent plus élevés. Quand tu es jeune et célibataire, tes problèmes sont relativement simples. Quand tu as une famille, des employés, des obligations complexes, la pression se multiplie. Alors, quelle est la réponse? Ce n'est pas de rendre la vie plus simple, bien que parfois il faille simplifier. La réponse est de devenir quelqu'un capable de gérer une plus grande complexité, une plus grande pression, des défis plus importants. C'est la différence entre les victimes et les victorieux. Les victimes attendent que le monde change pour s'adapter à elles. Elles attendent que les circonstances s'alignent parfaitement avant d'agir. Elles attendent que les gens les traitent équitablement. Elles attendent que la chance frappe enfin à leur porte. Les victorieux n'attendent rien de tout cela. Ils vont dans le monde avec détermination, sachant que les circonstances ne seront probablement pas parfaites, que les gens ne seront pas toujours justes, que la chance est capricieuse. Mais ils y vont quand même. Et quand ils rencontrent des obstacles, ils ne se demandent pas « Pourquoi moi ?» Ils se demandent « Qu'est-ce que je peux apprendre? Comment puis-je grandir? Comment puis-je utiliser cela? Maintenant, je veux te poser une question directe et je veux que tu sois brutalement honnête avec toi-même en y répondant. Tu n'as pas besoin de me dire la réponse. C'est une conversation entre toi et toi. La question est la suivante. Ton esprit est-il actuellement assez fort pour gérer ce que la vie va te lancer? Je ne parle pas de ce que la vie t'a déjà lancé. Je parle de ce qui vient. Parce que voici la réalité. Le défi le plus difficile que tu as affronté jusqu'à présent n'est probablement pas le plus difficile que tu auras à affronter. La vie a une manière d'augmenter les enjeux. Et si ton esprit n'est pas préparé, si tu n'as pas fait le travail pour le renforcer, alors quand ce défi plus grand arrivera, il te trouvera insuffisant. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la préparation. C'est comme un pompier qui s'entraîne pour le pire incendie possible, non pas parce qu'il veut que cela arrive, mais parce qu'il sait que s'il arrive, il doit être prêt. Ton esprit a besoin du même niveau de préparation. Avant de continuer, je veux te demander quelque chose. Je veux que tu prennes un engagement, pas envers moi, mais envers toi-même. Où que tu sois en écoutant ceci, je veux que tu dises à voix haute ou que tu écrives « À partir d'aujourd'hui, je m'engage à renforcer mon esprit pour changer ma vie. » Je sais que cela peut sembler un petit geste. Cela peut sembler symbolique. Mais voici ce que j'ai appris en décennies de travail avec des gens. Les petits engagements mènent à de grandes transformations. L'acte de déclarer ton intention, de la rendre réelle par tes mots ou ton écriture, déclenche un processus dans ton subconscient. Ton esprit commence à chercher des moyens de tenir cet engagement. Et voici ma deuxième demande. Partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Pense à quelqu'un dans ta vie qui lutte. Quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il était plus fort qu'il ne le pense. Quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Envoie-leur ceci, parce que voici une belle vérité. Quand tu aides à renforcer quelqu'un d'autre, tu renforces quelque chose en toi-même. La générosité d'esprit, l'acte de servir,
ne sont pas des distractions de ta propre croissance. Ce sont des composantes essentielles de celle-ci. Maintenant, parlons spécifiquement de comment construire cette force mentale, parce que je ne suis pas ici seulement pour diagnostiquer le problème. Je suis ici pour te donner des solutions pratiques, des stratégies concrètes que tu peux commencer à mettre en œuvre aujourd'hui. La pression est comme la gravité, elle est là tout le temps, agissant sur toi, constamment. Elle ne prend pas de pause, elle ne part pas en vacances, et tout comme la gravité, la pression révélera la solidité structurelle de ton caractère. Si ta structure est solide, la pression te maintient simplement ancré au sol. Si ta structure est faible, la pression t'écrase. La pression prend 1000 formes différentes. Il y a la pression évidente, une échéance au travail, une urgence familiale, une crise financière. Ce sont les pressions que tu reconnais immédiatement. Ton corps réagit. Ton adrénaline monte. Tu sais que tu es sous pression. Mais il y a aussi la pression subtile. Et celle-ci est souvent plus dangereuse car tu ne la détectes pas jusqu'à ce qu'elle ait fait des dégâts. C'est la pression constante des attentes sociales. La pression de maintenir une image. La pression des comparaisons sur les réseaux sociaux. La pression des petites déceptions qui s'accumulent avec le temps. J'ai vu des gens gérer des crises majeures avec une grâce incroyable, pour ensuite être brisés par une série de petits désagréments. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que la pression mineure, quand elle est constante, quand elle n'est jamais soulagée, peut user ta résistance de la même manière que l'eau use la pierre. Ce n'est pas dramatique. C'est graduel, mais c'est tout aussi destructeur. Alors, comment développes-tu la capacité à gérer à la fois les grandes et les petites pressions? La réponse réside dans une préparation systématique, dans un entraînement quotidien, dans la construction de ta résilience avant que tu n'en aies besoin. Pense à un athlète professionnel. Il n'attend pas le jour du grand match pour commencer à s'entraîner. Il n'attend pas que le match soit en jeu pour développer son endurance. Il passe des années, littéralement des années, à préparer son corps et son esprit pour ce moment crucial. Et quand ce moment arrive, quand la pression est à son maximum, quand le monde entier regarde, il ne s'effondre pas. Pourquoi? Parce qu'il a été là des milliers de fois à l'entraînement. Ton esprit a besoin du même type d'entraînement. Tu dois l'exposer à des défis de manière contrôlée pour que, lorsque les vrais défis arrivent, ta réponse soit automatique, instinctive, forte. J'ai rencontré des gens qui évitent tout type d'inconfort. Ils optimisent leur vie pour un maximum de facilité. Ils évitent les conflits. Ils évitent les conversations difficiles. Ils évitent tout ce qui les met mal à l'aise. Et ensuite, ils se demandent pourquoi, lorsque survient une véritable crise, ils se sentent complètement dépassés. C'est parce qu'ils n'ont jamais entraîné leur esprit. Ils n'ont jamais développé le muscle mental. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais fait d'exercice et qui essaye de courir un marathon. Peu importe à quel point il le veut, peu importe combien de motivation il a sur le moment, son corps ne peut pas le faire car il n'a pas été préparé. La pression donc n'est pas ton ennemi, c'est ton entraîneuse. C'est la salle de sport où ton esprit se renforce. Et comme dans une salle de sport physique, la croissance ne se produit que lorsqu'il y a de la résistance. Si tu ne soulèves que des poids faciles, tu ne deviens jamais plus fort. Tu dois soulever des poids qui défient ta capacité actuelle. Il en va de même pour les défis mentaux. Tu dois chercher consciemment des situations qui étirent ta capacité. Je ne dis pas de chercher la souffrance inutile. Je dis que lorsque l'opportunité de faire quelque chose de difficile se présente, quelque chose qui te fait un peu peur, quelque chose qui te sort de ta zone de confort, c'est ton opportunité d'entraîner ton esprit. Maintenant, laisse-moi parler de l'ingrédient le plus crucial pour construire une force mentale. C'est quelque chose que la plupart des gens disent vouloir, mais peu sont prêts à pratiquer de manière cohérente. Je parle de la discipline. La discipline est à la colonne vertébrale du caractère. Sans elle, tout s'effondre. Tu peux avoir du talent, tu peux avoir des opportunités, tu peux avoir des relations. Mais sans discipline, rien de tout cela ne te mènera loin. Quand la plupart des gens pensent à la discipline, ils pensent à la punition.
Ils pensent à la restriction. Ils pensent à une vie rigide et sans joie. Mais c'est une compréhension fondamentalement erronée de ce qu'est vraiment la discipline. La discipline n'est pas ton ennemi. La discipline est ta libératrice. Tu vois, sans discipline, tu es esclave de tes impulsions, de tes humeurs, de tes désirs momentanés. Tu fais ce que tu ressens sur le moment. Et ensuite, tu te demandes pourquoi ta vie ne va nulle part. La discipline te libère de cette tyrannie du moment. Elle te permet d'agir en fonction de tes valeurs à long terme, plutôt que de tes sentiments à court terme. Et cette capacité de choisir consciemment ta réponse, plutôt que de simplement réagir, c'est l'essence de la liberté humaine. Laisse-moi te donner un exemple spécifique. C'est une matinée froide. Ton réveil sonne. Tu as prévu d'aller à la salle de sport. À ce moment-là, tu as deux options. Tu peux suivre ton sentiment, qui est de rester au lit où il fait chaud et confortable. Ou tu peux suivre ton engagement, qui est de te lever et de t'entraîner. Si tu suis ton sentiment, tu gagnes 5 minutes de confort supplémentaire. Mais tu payes un prix. Tu payes en respect de toi-même. Tu payes en brisant ta parole envers toi-même. Et si tu fais cela assez souvent, tu apprends à ne pas te faire confiance. Tu apprends que lorsque tu t'engages à quelque chose, tu ne le penses pas vraiment. Mais si tu suis ton engagement, si tu te lèves même quand tu n'en as pas envie, quelque chose de magique se produit. Tu construis le respect de toi-même. Tu construis la confiance en toi. Tu prouves à ton subconscient que lorsque tu dis que tu vas faire quelque chose, tu le fais. Et avec le temps, cette confiance se multiplie. Elle devient la fondation sur laquelle tu construis toute ta vie. Voici ce que beaucoup ne comprennent pas à propos de la discipline. Il ne s'agit pas de perfection. Il ne s'agit pas de ne jamais échouer. Nous échouons tous. Nous avons tous des jours où nous ne tenons pas nos engagements. La discipline, c'est à quelle vitesse tu te remets sur les rails. C'est ne pas laisser un dérapage devenir une avalanche. J'ai vu des personnes talentueuses détruire des carrières prometteuses parce qu'elles manquaient de discipline. J'ai vu des entrepreneurs avec des idées brillantes ne jamais rien accomplir parce qu'ils ne pouvaient pas faire le travail constant, jour après jour, qui est requis. J'ai vu des artistes avec des dons extraordinaires gaspiller ces dons parce qu'ils attendaient l'inspiration au lieu de créer de la discipline. Et d'un autre côté, j'ai vu des personnes avec un talent modeste construire des vies extraordinaires grâce à une discipline pure. Elles se présentent tous les jours. Elles font le travail même quand ce n'est pas excitant. Elles tiennent leurs engagements même quand c'est inconfortable. Et avec le temps, cette constance produit des résultats que le talent pur ne pourrait jamais atteindre. La discipline est aussi ce qui te protège du monde moderne. Nous vivons à une époque de distraction sans précédent. Chaque entreprise technologique de la planète se bat pour ton attention. Elles ont engagé les meilleurs psychologues, les meilleurs designers, les meilleurs ingénieurs, tous travaillant pour rendre leurs produits aussi addictifs que possible. Si tu n'as pas de discipline, si tu n'as pas la capacité de dire non à la gratification instantanée, alors ces forces vont te consumer. Tu te réveilleras un jour et réaliseras que tu as passé des années de ta vie à faire défiler sans but sur les réseaux sociaux, à regarder des vidéos qui n'ajoutent aucune valeur, à chasser de la dopamine bon marché pendant que tes vrais rêves se fanent. La discipline est ce qui te protège de cela. La discipline est ce qui te permet de dire « Non, j'ai quelque chose de plus important à faire. J'ai un avenir à construire. J'ai des objectifs à atteindre. Et je ne vais pas échanger mon potentiel contre un divertissement momentané. » Construire la discipline n'est pas compliqué, mais ce n'est pas facile non plus. Cela commence par de petits engagements. Ne cherche pas à transformer toute ta vie du jour au lendemain. C'est une recette pour l'échec. À la place, choisis une chose, une petite chose, et engage-toi à la faire tous les jours, quoi qu'il arrive. Peut-être que c'est faire ton lit chaque matin. Peut-être que c'est lire 10 pages d'un livre de développement personnel. Peut-être que c'est faire 20 pompes. Peu importe ce que c'est. Ce qui importe, c'est que tu le fasses de manière constante,
sans négociation, sans excuse. Et voici ce qui est magnifique. Quand tu construis l'habitude de tenir un petit engagement, ce muscle de discipline grandit. Il devient plus facile de tenir de plus grands engagements. Il devient plus facile de résister à des tentations plus fortes. Il devient plus facile de faire des choses difficiles. Pense à la discipline comme à un muscle. Si tu essaies de soulever 100 kg le premier jour à la salle de sport, tu vas échouer et probablement te blesser. Mais si tu commences avec des poids légers et que tu augmentes progressivement, ces 100 kg deviennent gérables avec le temps. Il en va de même pour la discipline. Commence où tu es. Construis à partir de là. Et sois patient avec le processus. Tu n'essaies pas d'impressionner qui que ce soit. Tu essaies de construire une fondation qui te servira pour le reste de ta vie. Maintenant, laisse-moi te prévenir de quelque chose. Quand tu commences à développer la discipline, surtout au début, les gens autour de toi pourraient ne pas comprendre. Ils pourraient bien se moquer de toi. Ils pourraient se dire que tu es trop sérieux, trop rigide, que tu as besoin de te détendre. Ne les écoute pas. Ces personnes projettent généralement leur propre manque de discipline. Elles sont mal à l'aise avec ton engagement parce qu'il leur rappelle leur propre absence de celui-ci. Mais souviens-toi de ceci. Ces personnes ne vont pas vivre ta vie à ta place. Elles ne vont pas payer tes factures. Elles ne vont pas réaliser tes rêves. Toi seul peux faire cela. Et pour le faire, tu as besoin de discipline. Pas de temps en temps. Pas quand tu te sens inspiré. Tous les jours, surtout les jours où tu n'as pas envie. Parce que ce sont les jours qui comptent vraiment. N'importe qui peut être discipliné quand il se sent bien. La véritable discipline se manifeste quand tu te sens mal, mais que tu le fais quand même. Maintenant, je dois te parler de quelque chose que la plupart des gens passent leur vie entière à essayer d'éviter. Je parle de la douleur. La douleur émotionnelle, la douleur de l'échec, la douleur du rejet, la douleur de la déception. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de la douleur. Ce n'est pas ton ennemi, c'est ton enseignante. En fait, c'est ton enseignante la plus précieuse, si tu es prêt à apprendre d'elle. Pense à toutes les grandes leçons de ta vie. Je parie que la plupart, sinon toutes, sont venues d'expériences douloureuses. Elles sont venues de moments où tu as échoué, où tu as été rejeté, où les choses n'ont pas tourné comme tu l'espérais. Pourquoi ? Parce que la douleur exige de l'attention. La douleur dit « Hé, quelque chose doit changer ici ». Quand la vie est facile, quand tout va bien, tu n'apprends pas beaucoup. Tu continues simplement. Mais quand quelque chose fait mal, quand quelque chose va mal, alors tu fais attention. Alors tu penses profondément. Alors tu grandis. Le problème, c'est que la plupart des gens n'utilisent pas la douleur de cette manière. Au lieu de cela, ils font l'une de ces deux choses. Soit ils essaient de l'éviter complètement en construisant leur vie autour de ne jamais ressentir d'inconfort. Soit, quand la douleur arrive inévitablement, ils s'y complaisent. Ils deviennent victimes de celle-ci. Ils laissent là la douleur définir leur identité. Aucun de ces approches n'est utile. Éviter la douleur signifie éviter la croissance. Se complaire dans la douleur signifie rester bloqué dans le passé. Ce dont tu as besoin, c'est d'une troisième option. Accepter la douleur, apprendre d'elle, puis avancer. Laisse-moi te raconter une histoire qui illustre ce principe. Il y a des années, j'ai rencontré un entrepreneur nommé Robert. Robert avait construit une entreprise de toutes pièces. Cela lui avait pris 5 ans pour atteindre $1 million de revenus annuels. Il était fier. Il se sentait accompli. Et puis, en l'espace de 6 mois, tout s'est effondré. Son associé l'a trahi. Ses plus gros clients sont partis. Ses économies ont disparu. Il a perdu sa maison. Quand j'ai parlé avec Robert pendant cette période, il était dévasté. Il m'a dit « Jim, je ne sais pas si je peux surmonter ça. Je me sens complètement brisé. » Et je lui ai répondu quelque chose qu'il n'avait probablement pas envie d'entendre à ce moment-là. Je lui ai dit « Robert, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. » Il m'a regardé comme si j'étais fou. Et je lui ai expliqué « Pour l'instant, ça ne semble pas bien.
je comprends. Mais dans 5 ans, tu regarderas en arrière et tu verras ce moment comme celui qui t'a façonné. Parce que maintenant tu sais ce que tu ne savais pas. Maintenant tu vois les erreurs que tu as commises. Maintenant tu comprends les signaux d'alarme que tu as ignorés. Et cette éducation vaut plus que tout l'argent que tu as perdu. Robert ne m'a pas cru à ce moment-là. Mais des années plus tard, après avoir reconstruit son entreprise, après avoir atteint des niveaux de succès qu'il n'avait jamais imaginés auparavant, il m'a retrouvé. Il m'a dit « Tu avais raison. Cette faillite a été le meilleur professeur que j'ai jamais eu. Elle m'a appris l'humilité, elle m'a appris la prudence, elle m'a appris à faire attention. Et elle m'a appris que je peux survivre à des choses que je pensais me détruiraient. C'est le cadeau de la douleur si tu es prêt à le recevoir. Elle t'enseigne ce que rien d'autre ne peut t'enseigner. Elle te montre des vérités sur toi-même, sur le monde, sur les gens, que tu ne peux apprendre qu'à travers des expériences difficiles. Je ne romantise pas la douleur. Je ne dis pas que tu devrais chercher la souffrance inutile. Ce que je dis, c'est que lorsque la douleur arrive inévitablement, et elle arrivera, ne la gaspille pas. Ne souffre pas seulement. Apprends. Pose-toi ces questions. Que m'enseigne cette expérience? Que dois-je changer? Quel schéma dois-je briser? Quelle vérité dois-je affronter? Ces questions transforment la douleur d'une ennemie en une alliée. Et voici quelque chose de crucial que tu dois comprendre. La douleur révèle ton vrai caractère. Quand tout va bien, il est facile de penser que tu es fort. Il est trop facile de penser que tu as tout sous contrôle. Mais la douleur te montre la vérité. Elle te montre où tu es encore faible. Elle te montre où tu as encore besoin de grandir. Certaines personnes découvrent à travers la douleur qu'elles sont plus fortes qu'elles ne le pensaient. Elles affrontent une crise qu'elles croyaient les détruirait. Et elles découvrent qu'elles ont des réserves de force qu'elles ignoraient. C'est magnifique. C'est l'une des grandes révélations de la vie. Mais d'autres découvrent à travers la douleur qu'elles sont plus fragiles qu'elles ne le croyaient. Elles découvrent qu'elles ont des points faibles qu'elles n'ont pas abordés. Et tu sais quoi? Cela aussi est précieux. Parce que tu ne peux pas réparer ce que tu ne sais pas être cassé. La douleur te montre où tu dois travailler. Alors quand la vie te frappe, et elle le fera, tu as un choix. Tu peux être écrasé par le coup, ou tu peux être façonné par lui. Tu peux être une victime de la douleur, ou tu peux être un étudiant de la douleur. Et ce choix déterminera la trajectoire de toute ta vie. Maintenant, nous devons parler d'une forme spécifique de pression particulièrement insidieuse dans le monde moderne. Je parle de la pression sociale, la pression de se conformer, la pression d'être accepté, la pression de vivre selon les valeurs et les attentes des autres plutôt que les tiennes. Cette pression est partout. Elle est dans tes amis qui se moquent de tes objectifs parce que cela te rend différent. Elle est dans ta famille qui veut que tu prennes le chemin sûr parce qu'ils ont peur que tu échoues. Elle est dans les réseaux sociaux qui te montrent constamment des versions retouchées des vies des autres, te faisant sentir inadéquat. Elle est dans la publicité qui te dit que tu as besoin de ce produit pour être heureux. Elle est dans les médias qui te disent quoi penser, quoi ressentir, quoi valoriser. Elle est dans ton lieu de travail qui pourrait récompenser la politique plutôt que la performance. Elle est partout, constante, implacable, essayant de te façonner en quelque chose que tu n'es pas. Et voici ce qui est dangereux. Cette pression ne vient généralement pas sous forme d'ordre direct. Elle vient sous forme de suggestions subtiles. Un commentaire par-ci, une plaisanterie par-là, un regard de désapprobation. Et si tu n'es pas vigilant, si tu n'as pas une forte conscience de qui tu es et où tu vas, ces petites pressions te façonneront lentement en quelque chose que tu n'as jamais voulu être. J'ai vu cela se produire encore et encore. Des jeunes avec des rêves uniques qui abandonnent lentement ces rêves parce qu'ils ne correspondent pas à ce que les autres attendent. Des gens qui compromettent leurs valeurs petit à petit parce que c'est plus facile que de défendre ce en quoi ils croient. Des gens qui se réveillent à 40 ou 50 ans et réalisent qu'ils ont vécu la vie de quelqu'un d'autre.
C'est une tragédie. Et cela arrive non pas parce que ces personnes sont faibles, mais parce que la pression était constante et qu'elles n'avaient pas une ancre forte. Elles n'avaient pas une philosophie claire. Elles n'avaient pas une vision puissante de qui elles voulaient être. Alors, comment résistes-tu à cette pression? Comment restes-tu fidèle à toi-même dans un monde qui essaie constamment de te changer? Laisse-moi te donner plusieurs principes. Premier principe, tu dois savoir qui tu es. Tu dois avoir une compréhension claire de tes valeurs fondamentales. Que défends-tu? Qu'est-ce qui est non négociable pour toi? Si tu ne sais pas cela, alors tu es comme un bateau sans ancre. N'importe quel vent qui souffle t'emportera. Prends le temps d'y réfléchir sérieusement. Écris tes valeurs. Écris ta mission personnelle. Écris quel type de personne tu veux être. Et ensuite, revois cela régulièrement. Laisse cela guider tes décisions. Deuxième principe, choisis ton cercle avec soin. Jim Rohn a dit de manière célèbre que tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. C'est profondément vrai. Les gens autour de toi influencent ta pensée, tes habitudes, tes aspirations, plus que tu ne le réalises probablement. Si tu t'entoures de personnes négatives, pessimistes, sans ambition, c'est ce que tu deviendras. Mais si tu t'entoures de personnes positives, motivées, en croissance, elles t'élèveront. Alors sois impitoyablement sélectif sur ceux avec qui tu passes ton temps. Cela ne signifie pas que tu abandonnes les personnes qui t'aiment, mais qui ne comprennent pas tes objectifs. Cela signifie que tu ne les laisses pas diriger ta vie. Écoute leurs conseils avec amour, mais prends tes propres décisions en fonction de ta vision, pas de leur peur. Troisième principe, développe la capacité d'être seul. C'est l'une des compétences les plus importantes et sous-estimées. Si tu as toujours besoin de l'approbation des autres, si tu ne peux pas être à l'aise dans ta propre compagnie, alors tu seras vulnérable à toute pression sociale. Mais quand tu peux être seul, quand tu peux apprécier ta propre compagnie, quand tu n'as pas besoin d'une validation constante des autres, alors tu as une véritable liberté. Alors tu peux prendre des décisions basées sur ce qui est juste pour toi, pas sur ce qui te rendra populaire. Pratique cela. Passe régulièrement du temps seul. Utilise ce temps pour penser, réfléchir, te connecter avec tes propres pensées et sentiments sans l'influence des autres. C'est le moment où ton vrai moi émerge. Quatrième principe. Apprends à dire non avec grâce mais fermeté. C'est l'une des compétences les plus puissantes que tu puisses développer. La capacité de refuser des opportunités qui ne correspondent pas à tes objectifs. La capacité de décliner des invitations qui t'éloigneraient de ton chemin. La capacité d'établir des limites avec les personnes qui draineraient ton énergie. Beaucoup de gens luttent avec cela parce qu'ils veulent être gentils. Ils veulent que tout le monde les aime. Mais voici la vérité. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et si tu essaies, tu finiras par ne pas te plaire à toi-même. Il vaut mieux être respecté pour vivre selon tes principes que d'être aimé pour n'en avoir aucun. Cinquième principe. Garde ta vision au premier plan. Écris tes objectifs. Place-les là où tu peux les voir tous les jours. Visualise la vie que tu es en train de construire. Parce que lorsque ta vision est suffisamment claire, suffisamment puissante, suffisamment convaincante, les opinions des autres deviennent un bruit de fond. Elles n'ont aucun pouvoir sur toi parce que tu es trop concentré sur où tu vas. J'ai connu d'innombrables personnes qui ont laissé les opinions des autres ruiner leur potentiel. Elles avaient des idées brillantes, mais ne les ont jamais poursuivies, parce que quelqu'un s'est moqué. Elles avaient des rêves magnifiques, mais les ont abandonnés parce que quelqu'un a dit qu'ils étaient irréalistes. Elles avaient des dons uniques, mais ne les ont jamais développés parce que quelqu'un a dit qu'ils n'étaient pas pratiques. Et des années plus tard, ces mêmes personnes vivent avec des regrets. Elles se demandent ce qui aurait pu être. Elles réalisent qu'elles ont gaspillé leur seule vie à essayer de répondre aux attentes des autres. Ne laisse pas cela être ton histoire. Résister à la pression sociale ne signifie pas être têtu ou fermé d'esprit. Cela ne signifie pas ignorer tous les conseils.
Certaines personnes autour de toi ont une véritable sagesse. Certaines critiques sont valables et t'aideront à grandir. La clé est de discerner entre la critique constructive de personnes qui veulent ton succès et la critique destructrice de personnes qui se sentent menacées par ta croissance. Comment faire la différence? Pose-toi la question. Cette personne a-t-elle les résultats que je veux? Vit-elle le type de vie auquel j'aspire? Si la réponse est non, alors son opinion sur ton chemin n'a probablement pas beaucoup de valeur. Écoute poliment, mais ne la laisse pas te détourner. En revanche, si la critique vient de quelqu'un qui a accompli ce que tu veux accomplir, quelqu'un qui a parcouru le chemin que tu empruntes, alors prête une grande attention. Cette personne peut voir des angles morts que tu ne vois pas. Cette personne peut t'épargner des années d'erreurs. La sagesse réside dans la capacité à faire la différence. Parlons maintenant de pourquoi tout ce travail en vaut la peine. Parlons des récompenses de développer un esprit véritablement fort, car elles sont extraordinaires. La première et la plus importante récompense est la liberté. Je ne parle pas de liberté financière, bien qu'un esprit fort y mène souvent aussi. Je parle de quelque chose de beaucoup plus fondamental, la liberté de la peur. Tu vois, la plupart des gens vivent dans leur vie dans la prison de la peur. Peur de l'échec, peur du rejet, peur de ce que les autres penseront, peur de la douleur, peur de la perte. Et cette peur les paralyse. Elle les empêche de prendre des risques. Elle les empêche de poursuivre leurs rêves. Elle les empêche d'être qui ils pourraient vraiment être. Mais lorsque tu renforces ton esprit, lorsque tu développes la capacité d'affronter la peur et d'agir malgré tout, lorsque tu sais au fond de toi que tu peux gérer ce qui vient, alors la peur perd son pouvoir sur toi. Tu la ressens toujours, bien sûr. La peur est une émotion humaine naturelle, mais elle ne te contrôle plus. Imagine vivre sans être constamment inquiet de ce qui pourrait arriver, sans être constamment freiné par des scénarios hypothétiques de catastrophe, sans constamment remettre en question chaque décision. C'est la liberté qu'un esprit fort te donne. La deuxième récompense est la confiance authentique. Et je veux insister sur le mot authentique ici, car il y a une grande différence entre la confiance authentique et l'arrogance ou la fanfaronnade. La confiance authentique est calme. Elle n'a pas besoin de se proclamer. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle vient du fait de savoir que tu as fait le travail. Elle vient du fait de t'être prouvé à toi-même dans des situations difficiles. Elle vient d'un historique de tenue de tes engagements envers toi-même. Quand tu as ce type de confiance, tout change. Cela change ta manière de marcher. Cela change ta manière de parler. Cela change la manière dont tu te présentes au monde. Et les gens réagissent à cela. Ils te respectent plus, ils te font plus confiance. Ils te donnent des opportunités qu'ils n'auraient été pas données autrement. Plus important encore, tu te respectes plus toi-même. Et ce respect de soi est la fondation de tout le reste dans la vie. Tu ne peux rien construire de durable sans lui. La troisième récompense est la résilience. Cela pourrait être la plus précieuse de toutes. La résilience est la capacité de rebondir après des revers. C'est la capacité d'être renversé et de te relever. C'est la capacité d'affronter l'échec et de le voir non comme un verdict final, mais comme un retour temporaire. Dans le monde moderne, où le changement est constant et l'incertitude est la seule certitude, la résilience est ton plus grand atout. Parce qu'il ne s'agit pas de savoir si tu vas affronter des défis. Tu vas les affronter. Il s'agit de savoir à quelle vitesse tu peux t'adapter, récupérer et continuer à avancer. J'ai vu des personnes avec une résilience extraordinaire transformer des désastres apparents en triomphes. J'ai vu des entrepreneurs tout perdre et reconstruire des empires encore plus grands. J'ai vu des athlètes subir des blessures dévastatrices et revenir plus forts. J'ai vu des personnes affronter des pertes personnelles inimaginables et trouver des moyens d'avancer avec grâce et détermination. Qu'est-ce qui a rendu tout cela possible? La résilience, la capacité mentale à traiter la douleur, à en extraire la leçon et à avancer. Et cette capacité n'est pas quelque chose avec laquelle tu nais. C'est quelque chose que tu construis par la pratique, par l'expérience, par un travail intentionnel pour renforcer ton esprit.
La quatrième récompense est le respect des autres. Maintenant, j'ai parlé plus tôt de ne pas dépendre trop des opinions des autres, et cela reste vrai. Mais il y a une différence entre avoir besoin de l'approbation de tout le monde et gagner le respect authentique des personnes qui comptent. Quand tu développes un esprit fort, quand tu fais preuve d'une discipline constante, quand tu gères la pression avec grâce, quand tu te relèves après des échecs, les gens le remarquent. Ils ne le diront peut-être pas, mais ils te verront différemment. Ils te verront comme quelqu'un de fiable, comme quelqu'un de solide, comme quelqu'un qui peut assumer des responsabilités. Et cela ouvre des portes. Les gens veulent travailler avec des individus en qui ils peuvent avoir confiance. Ils veulent s'associer à des personnes qui ne s'effondreront pas sous la pression. Ils veulent suivre des leaders qui peuvent naviguer dans les tempêtes. Un esprit fort fait de toi ce type de personne. La cinquième récompense, et peut-être la plus profonde, est la paix intérieure. Je ne parle pas d'un état de bonheur sans fin où tu ne te sens jamais défié. Ce n'est ni réaliste ni souhaitable. Je parle d'un calme fondamental, d'une certitude profonde que, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tu vas bien à l'intérieur. Cette paix vient du fait de savoir qui tu es. Elle vient du fait de vivre selon tes valeurs. Elle vient d'avoir un esprit que tu as entraîné à rester stable même lorsque les circonstances sont chaotiques. C'est la paix de savoir que tu as fait le travail, que tu t'es préparé du mieux que tu pouvais et que tu peux te faire confiance pour gérer ce qui vient. J'ai connu des personnes immensément réussies selon des critères externes, riches, célèbres, puissantes, qui manquent totalement de cette paix intérieure. Leurs esprits sont constamment agités, ils sont anxieux, incertains, constamment à la recherche de la prochaine validation. Et j'ai aussi connu des personnes qui ont très peu selon des critères matériels, mais qui possèdent une paix profonde et durable. Elles savent qui elles sont. Elles ont renforcé leur esprit, et aucune circonstance extérieure ne peut leur enlever cela. La sixième récompense est l'impact. Quand tu renforces ton esprit, tu ne t'aides pas seulement toi-même. Tu deviens une source de force pour les autres. Les gens gravitent vers les personnes fortes. Ils recherchent la stabilité, la sagesse, l'exemple. Pense aux personnes dans ta propre vie qui ont eu le plus grand impact positif sur toi. Je parie qu'il ne s'agissait pas nécessairement des personnes les plus intelligentes ou les plus talentueuses. C'étaient les personnes les plus fortes. Les personnes qui sont restées fermes quand d'autres vacillaient. Les personnes qui ont gardé la foi quand d'autres perdaient espoir. Les personnes qui ont démontré qu'il était possible de persévérer. Quand tu deviens ce type de personne, tu deviens un phare pour les autres. Ta famille te regarde différemment. Tes enfants apprennent de ton exemple. Tes collègues se sentent élevés par ta présence. Ta communauté bénéficie de ta force. C'est un héritage qui vaut la peine d'être laissé. Maintenant, parlons spécifiquement de comment entraîner ton esprit quotidiennement. Parce que toute cette philosophie est inutile sans action pratique. Voici les pratiques spécifiques que je recommande. Première pratique, l'inconfort intentionnel. Chaque jour, fais quelque chose qui est légèrement inconfortable. Je ne parle pas de torture. Je parle de te pousser un peu au-delà de ta zone de confort. Peut-être que c'est prendre une douche froide. Peut-être que c'est avoir une conversation difficile que tu as évitée. Peut-être que c'est t'entraîner un peu plus fort que d'habitude. Peut-être que c'est prendre la parole dans une réunion quand tu resterais normalement silencieux. Le but est d'entraîner ton esprit à ne pas toujours choisir le chemin de la moindre résistance. Parce que si tu choisis toujours le confort, ta tolérance à l'inconfort s'atrophie. Et ensuite, lorsque la vie te présente inévitablement de l'inconfort, tu ne seras pas préparé à le gérer. Deuxième pratique, la gratitude réfléchie. Chaque soir, avant de dormir, prends 5 minutes pour réfléchir à ta journée. Identifie 3 choses dont tu es reconnaissant. Mais voici le twist. Au moins, l'une d'elles doit être un défi que tu as affronté. Quelque chose qui était difficile, mais qui t'a appris quelque chose. Cette pratique recable ton cerveau. Tu commences à voir les défis, non comme des tourments, mais comme des opportunités. Tu commences à apprécier la croissance qui vient de la difficulté. Et avec le temps,
Cela change fondamentalement ta relation avec l'adversité. Troisième pratique, l'espace de réponse. C'est quelque chose que j'ai appris de la philosophie stoïcienne, et cela a été transformateur. Entre tout stimulus et ta réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside ton pouvoir de choisir ta réponse, et dans ce choix réside ta croissance et ta liberté. La pratique est la suivante. Quand quelque chose te dérange, avant de réagir, respire. Compte jusqu'à 10 si nécessaire. Crée cet espace. Et dans cet espace, pose-toi la question. Comment veux-je répondre à cela? Quelle réponse est alignée avec la personne que je veux être? Au début, ce sera difficile. Tes schémas de réaction habituels sont forts, mais avec la pratique, cet espace grandit et tu commences à répondre consciemment plutôt que de réagir inconsciemment. C'est la force mentale en action. Quatrième pratique, tenir ses engagements. Chaque semaine, prends un petit engagement envers toi-même et tiens-le quoi qu'il arrive. Peut-être que c'est lire 30 minutes chaque jour. Peut-être que c'est ne pas vérifier ton téléphone pendant la première heure après ton réveil. Peut-être que c'est méditer pendant 10 minutes. Peut-être que c'est écrire une page dans un journal. L'engagement spécifique importe moins que l'acte de le tenir. Parce que chaque fois que tu tiens un engagement envers toi-même, tu renforces ta confiance en toi. Tu prouves à ton subconscient que ta parole a du poids. Et avec le temps, cela devient la base sur laquelle tu peux construire des engagements de plus en plus grands. Cinquième pratique, l'exposition à l'échec. Cela semble contre-intuitif, mais c'est crucial. Cherche activement des situations où tu pourrais échouer. Je ne dis pas de te saboter, je dis de te mettre dans des situations difficiles où le résultat n'est pas garanti. Peut-être que c'est essayer un nouveau sport où tu seras débutant. Peut-être que c'est démarrer un projet parallèle où tu pourrais ne pas réussir. Peut-être que c'est postuler pour une opportunité pour laquelle tu n'es pas entièrement qualifié. Le but est de normaliser l'échec. Apprendre que tu peux y survivre. Apprendre que ce n'est pas aussi effrayant que ton esprit le fait croire. Les personnes avec les esprits les plus forts que je connais ne sont pas celles qui n'ont jamais échoué. Ce sont celles qui ont échoué si souvent qu'elles n'en ont plus peur. Elles ont construit ce que j'appelle une immunité à l'échec. Et cela les rend imparables. Sixième pratique, l'alimentation mentale consciente. Ton esprit est comme ton corps. Ce que tu y mets compte. Si tu consommes constamment du contenu négatif, des informations alarmistes, des ragots, des plaintes, alors c'est ce que ton esprit produira. En revanche, sois intentionnel sur ce que tu consommes. Lis des livres qui te défient et t'inspirent. Écoute des podcasts de personnes qui ont accompli ce que tu veux accomplir. Et d'exercices et des conversations profondes avec des personnes réfléchies. Limite ton exposition à du contenu qui te draine ou t'énerve sans but productif. Cela ne signifie pas vivre dans une bulle ou ignorer la réalité. Cela signifie être sélectif et stratégique sur où tu diriges ton attention. Parce que ton attention est ta ressource la plus précieuse. Et ce que tu nourris grandit. Septième pratique. La revue hebdomadaire. Chaque dimanche soir, prends 30 minutes pour revoir ta semaine. Pose-toi ces questions. Quand ai-je agi selon mes valeurs cette semaine? Quand ne l'ai-je pas fait? Pourquoi? Quels défis ai-je affrontés? Comment les ai-je gérés? Qu'ai-je appris? Que veux-je faire différemment la semaine prochaine? Cette pratique crée de la conscience. Et la conscience est le premier pas vers le changement. Sans elle, tu répètes simplement les mêmes schémas encore et encore. Avec elle, tu peux ajuster consciemment ton cap. Huitième pratique. Le service. Cela peut sembler sans rapport avec la force mentale, mais je t'assure que ça l'est. Trouve des moyens réguliers de servir les autres. Fais du bénévolat, encadre quelqu'un, aide un voisin, offre ta compétence à une cause en laquelle tu crois. Pourquoi cela construit-il la force mentale? Pour plusieurs raisons. Premièrement, cela te sort de tes propres problèmes. Cela te donne de la perspective. Deuxièmement, cela
5e principe. Garde ta vision au premier plan. Écris tes objectifs. Place-les là où tu peux les voir tous les jours. Visualise la vie que tu es en train de construire. Parce que lorsque ta vision est suffisamment claire, suffisamment puissante, suffisamment convaincante, les opinions des autres deviennent un bruit de fond. Elles n'ont aucun pouvoir sur toi parce que tu es trop concentré sur où tu vas. J'ai connu d'innombrables personnes qui ont laissé les opinions des autres ruiner leur potentiel. Elles avaient des idées brillantes, mais ne les ont jamais poursuivies parce que quelqu'un s'est moqué. Elles avaient des rêves magnifiques, mais les ont abandonnés parce que quelqu'un a dit qu'ils étaient irréalistes. Elles avaient des dons uniques, mais ne les ont jamais développés parce que quelqu'un a dit qu'ils n'étaient pas pratiques. Et des années plus tard, ces mêmes personnes vivent avec des regrets. Elles se demandent ce qui aurait pu être. Elles réalisent donc qu'elles ont gaspillé leur seule vie à essayer de répondre aux attentes des autres. Ne laisse pas cela être ton histoire. Résister à la pression sociale ne signifie pas être têtu ou fermé d'esprit. Cela ne signifie pas ignorer tous les conseils. Certaines personnes autour de toi ont une véritable sagesse. Certaines critiques sont valables et t'aideront à grandir. La clé est de discerner entre la critique constructive de personnes qui veulent tailler ton succès et la critique destructrice de personnes qui se sentent menacées par ta croissance. Comment faire la différence? Pose-toi la question. Cette personne a-t-elle les résultats que je veux? Vit-elle le type de vie auquel j'aspire? Si la réponse est non, alors son opinion sur ton chemin n'a probablement pas beaucoup de valeur. Écoute poliment, mais ne la laisse pas te détourner. En revanche, si la critique vient de quelqu'un qui a accompli ce que tu veux accomplir, quelqu'un qui a parcouru le chemin que tu empruntes, alors prête une grande attention. Cette personne peut voir des angles morts que tu ne vois pas. Cette personne peut t'épargner des années d'erreurs. La sagesse réside dans la capacité à faire la différence. Parlons maintenant de pourquoi tout ce travail en vaut la peine. Parlons des récompenses de développer un esprit véritablement fort, car elles sont extraordinaires. La première et la plus importante récompense est la liberté. Je ne parle pas de liberté financière, bien qu'un esprit fort y mène souvent aussi. Je parle de quelque chose de beaucoup plus fondamental. La liberté de la peur. Tu vois, la plupart des gens vivent à leur vie dans la prison de la peur. Peur de l'échec, peur du rejet, peur de ce que les autres penseront, peur de la douleur, peur de la perte. Et cette peur les paralyse. Elle les empêche de prendre des risques. Elle les empêche de poursuivre leurs rêves. Elle les empêche d'être qui ils pourraient vraiment être. Mais lorsque tu renforces ton esprit, lorsque tu développes la capacité d'affronter la peur et d'agir malgré tout, lorsque tu sais au fond de toi que tu peux gérer ce qui vient, alors la peur perd son pouvoir sur toi. Tu la ressens toujours, bien sûr. La peur est une émotion humaine naturelle, mais elle ne te contrôle plus. Imagine vivre sans être constamment inquiet de ce qui pourrait arriver, sans être constamment freiné par des scénarios hypothétiques de catastrophe, sans constamment remettre en question chaque décision. C'est la liberté qu'un esprit fort te donne. La deuxième récompense est la confiance authentique. Et je veux insister sur le mot authentique ici, car il y a une grande différence entre la confiance authentique et l'arrogance ou la fanfaronnade. La confiance authentique est calme. Elle n'a pas besoin de se proclamer. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle vient du fait de savoir que tu as fait le travail. Elle vient du fait, pas la développer. Parce que ce coût est beaucoup plus élevé que la plupart des gens ne le réalisent. Le premier coût est le regret. J'ai travaillé avec assez de personnes âgées pour savoir que lorsque les gens regardent en arrière sur leur vie, ils regrettent rarement les choses qu'ils ont essayées et qui n'ont pas fonctionné. Ils regrettent les choses qu'ils n'ont jamais essayées. Ils regrettent les rêves qu'ils ont abandonnés parce qu'ils avaient peur. Ils regrettent les risques qu'ils n'ont pas pris parce qu'ils ne se faisaient pas confiance pour gérer un éventuel échec. Ce regret est un fardeau lourd à porter dans tes dernières années. C'est la connaissance que tu avais un potentiel que tu n'as jamais exploré, des dons que tu n'as jamais développés, une vie que tu n'as jamais pleinement vécue. Et à ce moment-là,
il est trop tard pour changer cela. Le deuxième coup est la médiocrité. Maintenant, il n'y a rien de moralement mauvais à vivre une vie ordinaire si c'est vraiment ce que tu veux. Mais la plupart des gens qui vivent dans la médiocrité ne sont pas là par choix. Ils sont là parce qu'ils n'avaient pas la force mentale pour poursuivre quelque chose de plus grand. Ils avaient des rêves autrefois, ils avaient des ambitions. Mais quand ils ont rencontré le premier véritable obstacle, ils ont reculé. Et puis, ils ont reculé encore. Et encore. Jusqu'à ce qu'ils se convainquent finalement qu'ils ne voulaient pas vraiment ces choses de toute façon. C'est de la rationalisation. C'est l'esprit faible qui cherche le confort dans la résignation. Le troisième coup est la dépendance. Quand tu ne renforces pas ton propre esprit, tu deviens dépendant des autres pour ton sentiment de valeur, pour ta motivation, pour ta stabilité. Tu as besoin d'une validation constante. Tu as besoin que les autres te disent que tu vas bien. Tu as besoin de circonstances parfaites pour fonctionner. Et cette dépendance te rend vulnérable. Parce que les autres personnes sont imprévisibles. Les circonstances changent. Et si ton bien-être dépend de choses hors de ton contrôle, alors tu es constamment à la merci de forces que tu ne peux pas diriger. Le quatrième coup est celui des opportunités manquées. La vie est pleine d'opportunités, mais la plupart d'entre elles exigent que tu agisses même quand tu as peur, même quand tu n'es pas sûr, même quand le résultat n'est pas garanti. Si ton esprit n'est pas assez fort pour tolérer cette incertitude, alors tu laisseras passer d'innombrables opportunités. Tu te convaincras que ce n'est pas le bon moment, que tu n'es pas assez préparé, que les risques sont trop grands. Et peut-être que parfois, c'est vrai, mais la plupart du temps, c'est juste ton esprit faible qui cherche des raisons pour rester confortable. Le cinquième coup est l'impact sur ceux que tu aimes. Ta faiblesse mentale ne t'affecte pas seulement toi. Elle affecte ta famille, tes amis, tous ceux qui dépendent à main de toi. Si tu ne peux pas gérer la pression, ils en ressentent les conséquences. Si tu t'effondres sous le stress, ils perdent la stabilité dont ils ont besoin de ta part. Si tu ne poursuis pas ton potentiel, tu leur refuses l'exemple que tu pourrais avoir donné. Les enfants apprennent plus de ce qu'ils voient que de ce qu'on leur dit. S'ils voient un parent qui abandonne à la première difficulté, c'est ce qu'ils apprendront. S'ils voient un parent qui persévère malgré les défis, c'est la leçon qu'ils porteront dans leur vie. Ta force ou ta faiblesse mentale devient une partie de leur héritage. Le sixième, et peut-être le plus profond coup, est l'aliénation de ton vrai moi. Quand tu ne renforces pas ton esprit, quand tu prends constamment le chemin facile, quand tu vis selon les standards des autres, tu perds le contact avec qui tu es vraiment. Tu perds le contact avec ton but, avec tes valeurs, avec la personne unique que tu pourrais être. Et cette déconnexion de ton vrai moi crée une douleur sourde mais persistante. C'est le sentiment que quelque chose ne va pas tout à fait, même si tu ne peux pas identifier exactement quoi. C'est te réveiller et ne pas reconnaître la vie que tu vis. C'est te regarder dans le miroir et ne pas savoir qui te regarde en retour. Ce sont les coups de ne pas renforcer ton esprit. Et quand tu les additionnes, quand tu considères vraiment ce que tu risques, en choisissant le confort plutôt que la croissance, la faiblesse plutôt que la force, j'espère que tu verras que le prix est trop élevé à payer. Et cela nous amène à ce moment. Maintenant, alors que tu écoutes ces mots, tu es à un point de décision. Tu peux continuer comme tu l'as fait, en espérant que les choses s'améliorent magiquement, en espérant que la vie devienne plus facile, en espérant que tu développes de la force sans vraiment faire le travail pour la construire. Ou tu peux décider, ici et maintenant, que tu vas commencer le processus de renforcement de ton esprit. Pas demain, pas le prochain lundi, pas quand les circonstances seront parfaites. Maintenant. Parce que voici la vérité que tu dois affronter. Le meilleur moment pour commencer était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Chaque jour que tu attends est un jour de plus où le monde a l'opportunité de te briser. C'est un jour de plus où tu vis en dessous de ton potentiel. C'est un jour de plus de ta seule vie que tu passes sans la force que tu pourrais avoir. Alors, que choisis-tu? Choisis-tu le confort qui mène à la faiblesse? Ou choisis-tu le défi qui mène à la force?
Ne sous-estime pas l'importance de ce moment. Les grandes vies ne sont pas le résultat de moments dramatiques isolés. Elles sont le résultat d'innombrables petites décisions, prises de manière constante, qui s'accumulent avec le temps. Et chacune de ces petites décisions a commencé par un moment comme celui-ci. Un moment d'engagement. Permets-moi de te dire ce qui se passera si tu prends cet engagement et que tu le tiens. Ce ne sera pas facile. Certains jours, tu voudras abandonner. Certains jours, tu te demanderas si cela en vaut la peine. Certains jours, tu feras un pas en arrière. C'est normal. C'est une partie du processus. Mais si tu persévères, si tu continues à te présenter même les jours difficiles, tu commenceras à remarquer des changements. D'abord, ils seront petits. Peut-être géreras-tu un moment stressant avec un peu plus de calme qu'avant. Peut-être tiendras-tu un engagement que tu aurais normalement rompu. Peut-être te défendras-tu d'une manière que tu ne faisais pas avant. Ces petits changements sont comme les premières pousses d'une plante qui perce le sol. Elles ne sont pas impressionnantes en elles-mêmes, mais elles sont la preuve que quelque chose de fondamental change sous la surface. Elles sont la preuve que ton esprit se renforce. Et si tu continues à nourrir cette croissance, si tu continues avec les pratiques, un jour viendra où tu regarderas en arrière et tu reconnaîtras à peine la personne que tu étais. Tu verras à quel point tu es allé loin. Tu verras la force que tu as construite. Et plus que cela, tu verras toutes les choses qui sont maintenant possibles pour toi et qui ne l'étaient pas avant. C'est la promesse de ce travail. Pas que ta vie deviendra parfaite. Pas que tu n'affronteras plus jamais de défis. La promesse est que tu deviendras quelqu'un capable d'affronter ces défis. Tu deviendras quelqu'un qui peut gérer ce qui vient. Tu deviendras quelqu'un qui n'a pas besoin que la vie soit facile parce que tu es fort. Alors, laisse-moi te laisser avec un défi spécifique. Quand tu auras fini d'écouter ceci, je veux que tu fasses 3 choses. Premièrement, écris ton engagement. Prends littéralement un papier et un stylo et écris « Je m'engage à renforcer mon esprit. Je commence aujourd'hui. » Signe-le et mets-le quelque part où tu le verras tous les jours. C'est ton contrat avec toi-même. Deuxièmement, choisis une pratique parmi celles dont nous avons discuté et engage-toi à la faire pendant les 30 prochains jours. Juste une. N'essaie pas de tout changer d'un coup. Choisis quelque chose de gérable, mais significatif. Peut-être que c'est la douche froide chaque matin. Peut-être que c'est la pratique de la gratitude chaque soir. Peut-être que c'est tenir un engagement spécifique. Choisis-en une et fais-la quoi qu'il arrive. Troisièmement, partage ton engagement avec quelqu'un. Pas besoin que ce soit public, juste une personne en qui tu as confiance. Dis-lui ce que tu fais et demande-lui de te tenir responsable. Cette responsabilité externe t'aidera les jours où ta motivation interne faiblit. Ces 3 actions simples changeront tout. Pas parce qu'elles sont magiques, mais parce qu'elles représentent une décision. Elles représentent le moment où tu as cessé d'être un spectateur de ta vie pour devenir un participant actif. Elles représentent le début de ta transformation de la faiblesse à la force. Et si tu fais cela, si tu t'engages vraiment et que tu le tiens, je te promets que dans 90 jours, tu te regarderas dans le miroir et tu verras quelqu'un de différent, quelqu'un de plus fort, quelqu'un de plus capable, quelqu'un de plus libre. Pas parce que tu es devenu une personne différente, mais parce que tu es enfin devenu la personne que tu avais toujours le potentiel d'être. Mon ami, tu as choisi d'écouter ce message jusqu'au bout, et cela en dit déjà quelque chose sur toi. Cela dit qu'il y a une partie de toi qui veut plus, qui veut grandir, qui veut être plus forte. Cette impulsion, cette petite flamme de désir de croissance est sacrée. Ne l'ignore pas. Ne la laisse pas s'éteindre. Le monde dans lequel nous vivons est conçu pour t'affaiblir. Il est conçu pour ton confort, pour ta distraction, pour ta complaisance. Et si tu ne résistes pas activement à ces forces, elles te façonneront en quelque chose de moindre que ce que tu pourrais être. Mais tu n'as pas à accepter cela. Tu as un autre choix. Tu peux choisir chaque jour de te renforcer.
Tu peux choisir de construire un esprit que le monde ne peut pas briser. Tu peux choisir de devenir le roc sur lequel les vagues s'écrasent, mais qui reste ferme. Ce n'est pas seulement une décision concernant ton succès. Ce n'est pas seulement à propos de réaliser tes objectifs ou d'atteindre tes rêves, bien que ces choses viendront. C'est une décision concernant qui tu es, fondamentalement. C'est une décision concernant si tu seras dirigé par des circonstances extérieures ou par une force intérieure. C'est une décision concernant si tu vivras avec des regrets ou avec de la fierté. C'est une décision concernant l'héritage que tu laisseras.